dire. Ce matin, nous sommes avec, je suis très heureux de recevoir notre confrère, notre excellent confrère Maître Fancy, grand spécialiste de la matière bancaire, qui va vous présenter cette session, cette thématique de ce matin relative aux règles prudentielles en matière bancaire, notamment tout ce qui concerne la mise en œuvre de ces règles et parallèlement les missions assignées aux organismes de contrôle. Donc, c'est vraiment un plaisir de te recevoir, cher Emmanuel, et permettez-moi, chers participants, de faire juste un petit parcours, une petite note sur le parcours du confrère Maître Emmanuel Fancy. Il est avocat à la Cour, au barreau. Ensuite, enseignant-chercheur, il a notamment publié un livre, un ouvrage sur le droit et pratique et la pratique bancaire dans l'espace OADA. Donc, pour vous dire qu'il est vraiment imprégné de toutes ces questions-là aujourd'hui, notamment celles qu'on va traiter. Donc, cher Manuel, je te laisse la parole et merci encore une fois d'être avec nous pour cette session. Oui, merci beaucoup, cher confrère Mohamed. C'est avec un réel plaisir que je commence l'animation de cette section. Et je m'excuse également à votre suite pour ce retard. Les règles techniques nécessitaient que l'on puisse prendre ce retard, mais qui sera rattrapé au cours de cette séance. Effectivement, la matière bancaire est fondée principalement sur l'élaboration, la formulation d'un certain nombre de règles qu'on a appelées les règles prudentielles en matière bancaire. Les règles prudentielles, ce sont ces règles qui ont été formulées par ce groupe informel très connu mondialement que l'on a appelé le comité de Bâle, qui en principe regroupe les spécialistes des questions bancaires et financières qui se sont regroupés à Bâle, en Suisse, c'est cette petite ville suisse à côté de Strasbourg-Mulhouse, pour formuler des règles qui devraient être considérées comme des recommandations devant permettre aux banques d'avoir une gestion saine et éviter surtout le risque systémique. Parce que sans la prise en compte... Manuel, excuse-moi, oui? Je suis vraiment désolé de te couper. Sur le diapo, en fait, ça ne suit pas. Je ne sais pas si de ton côté, ça tourne les pages. Non, c'était juste l'introduction. Je n'avais pas encore commencé à tourner, oui. Excuse-moi. Ah oui, c'était pour la gouverne des auditeurs que je vois encore. Certaines sont en train d'entrer dans la salle. Absolument, toutes mes excuses, je comprends mieux. Merci. Donc, c'était juste pour introduire cette thématique qui, ma foi, est une très bonne thématique, c'est un très bon thème. Je disais tantôt que la matière bancaire est fondée essentiellement sur le respect ou bien la conformité de l'activité bancaire aux règles prudentielles. Le comité de Bâle est la structure mondialement connue qui formule ces recommandations qui sont beaucoup plus connues par le règles prudentielles. Il s'agit d'un certain nombre de recommandations ou de définitions de ratios ou de seuils qui devraient mener l'activité des établissements de crédit, surtout avec quel intérêt? Pour leur éviter ce qu'on a appelé le risque systémique. Le risque, c'est le risque que la défaillance d'un établissement de crédit puisse causer une défaillance en chaîne de tous les autres établissements de crédit. Donc, c'est dans ce sens qu'on a défini ces règles que l'on a catégorisées, que l'on a scindées par le vocable réel. Juste un instant, je remets ce coup de fil. Donc, nous allons ce matin organiser cette formation autour du dialogue de ce que l'on appelle les règles prudentielles. Les règles
ce sont ces seuils-là qui reposent sur un certain nombre de piliers et qui, ma foi, beaucoup à la supervision de l'activité bancaire. Le rappel de la réglementation concerne il y a eu BAL 1, BAL 2 et BAL 1. Mais il faudrait que les pour est-ce qu'on a parlé de ces règles prudentielles. Les règles prudentielles sont définies d'abord comme des seuils, la définition des seuils qui permettent aux établissements de crédit dans leur généralité, dans leur ensemble, de les respecter afin que leur activité ne puisse pas être considérée comme une aventure. Parce que sans le respect d'un certain nombre de seuils, par exemple le ratio de division des risques ou bien le ratio lié au portefeuille, sans le respect de ces seuils, l'établissement de crédit pourrait très rapidement se retrouver en difficulté financière parce que ayant prêté tous ces fonds propres à un nombre très réduit d'emprunteurs, et dans ce cas, la situation de ces emprunteurs serait conditionnera la pérennité des établissements prêtés de deniers. Je rappelle la réglementation de BAL 2. Les accords de BAL 2 reposaient sur le premier pilier visait à définir les exigences minimales de fonds propres des banques pour couvrir les principaux risques auxquels les banques seraient exposées. Le deuxième pilier instaurait le principe d'une surveillance prudentielle individualisée, c'est-à-dire une surveillance focalisée sur l'activité de chaque banque. Le troisième pilier se focalisait sur les notions de transparence et de discipline de marché. Et là, la transparence et de discipline de marché a trait à la notion d'égalité, à la notion de loyauté, mais surtout de concurrence saine. Le module 1 concernant ces aspects, c'est connaître les contraintes supplémentaires applicables aux établissements de crédit et maîtriser la supervision bancaire. Qu'est-ce que cela voudrait dire? En réalité, revient aux exigences qui est 1, c'est-à-dire les exigences minimales de fonds propres. Les fonds propres, ce sont ceux qui permettent à chaque banque de pouvoir répondre à tout moment aux exigences de solvabilité. En 1988, le ratio de BAL 1 que l'on a le ratio Cook avait créé pour limiter les risques de crédit, c'est le risque de non-remboursement associé à un prêt accordé par une banque. À cette époque, le ratio défini était égal à 8%. Ce ratio se mesurait en comparant le montant de ses fonds propres réguliers au niveau des engagements d'une banque, crédit, autres engagements, notamment ceux figurant hors banque. Donc, à cette époque, il fallait que chaque banque ait au moins ce seuil, c'est-à-dire ce seuil de 8% comme fonds propres. Les fonds propres réglementaires comprennent donc les capitaux propres, c'est-à-dire les fonds propres de base composés essentiellement de capital social et des réserves, ainsi que les fonds complémentaires qui sont notamment les provisions générales, les titres subordonnés à durée indéterminée et les obligations subordonnées convertibles ou remboursables en actions. Donc, ce qu'il faut retenir ici schématiquement, les fonds propres sont constitués de ce seuil que l'on a défini avec ce seuil, les fonds propres complémentaires ou bien les fonds propres réglementaires comprenaient les capitaux, qui sont les fonds propres de base composés essentiellement du capital social et des réserves. Les réserves, c'est cette proportion, il s'agit des réserves obligatoires. Il s'agit d'une proportion que les banques prélèvent chaque fois pour alimenter leur compte opérationnel au sein de la banque centrale. Si nous sommes dans l'espace UEMOA,
il s'agira de conserver pour chaque banque, en ce qui concerne les réserves obligataires, une portion de ses excédents. Au fait, c'est la proportion à conserver dans ces réserves est définie par la Banque centrale, c'est-à-dire par la Banque centrale de l'Afrique de l'Ouest, BCAO. Et les fonds propres réglementaires sont constitués du capital social de chaque État membre et des réserves obligatoires. Et vous allez vous dire, qu'est-ce que cela a pour but? Cela a pour but de permettre à l'établissement de crédit de s'auto-investir, d'avoir une capacité de réaction à tout moment, en dehors bien du refinancement que l'établissement de crédit peut solliciter sur le marché interbancaire. Donc, voilà le but du pilier 1, c'est-à-dire l'exigence minimale des fonds propres assez définis par ou catégorisés par le ratio Cook. Schématiquement, le ratio Cook, c'est-à-dire le ratio des fonds propres, c'est l'ensemble des fonds propres réglementaires, c'est-à-dire le capital social et les réserves, divisé par les engagements privés. Et la somme devrait être de 8% au minimum. C'est la définition de 8%, qui pouvait permettre à toute banque, même secouée, de devoir répondre à ses engagements, c'est-à-dire devoir solvable. Par exemple, si la banque accorderait à une entreprise pour un montant total de 10 millions d'euros, elle doit disposer un minimum de 8 millions d'euros de fonds propres pour aider le ratio Cook. En revanche, si elle permet une somme c'est une comparaison à Bamako, son engagement sera de 10 millions fois 20%, 20%, et elle ne devra n'en disposer que 1,1 million de fonds propres. 8% de 20 millions d'euros. Si le même prêt est accordé à un État de l'OCDE, par exemple, la banque n'a pas besoin de mettre fonds propres au regard de cet engagement, puisque le risque de défaillance est considéré comme nul. Donc, si nous ramenons cette analyse au niveau des États, au niveau des États membres, ou bien au niveau des banques, de respecter le mot de 8% dans le fonds propre, à tel point que le fonds propre descend en deçà de 8%, c'est que risque d'être fait par la Banque centrale. C'est pourquoi au fur et à mesure que l'on va analyser les ratios, on voit la supervision, le poids de la supervision. Le but de l'autorité de régulation et de l'autorité de contrôle, c'est de voir dans son activité de contrôle permanent ou bien de contrôle inopiné sur place si ces différents ratios sont respectés. Non qu'au ratio Cook, c'est-à-dire au ratio lié aux fonds propres, au respect des fonds propres. Donc, ça voudrait dire que la banque qui ne respecte pas au moins ce minimum de 8% est une banque qui expose son activité à la faillite et par conséquent, met en péril sa propre pérennité. Parce que si les crédits ne sont pas remboursés, elle ne pourra pas disposer de la capacité financière pour réagir si le remboursement à échéance n'est pas efficient. C'était l'intérêt de la définition de ratio ou bien de ce ratio. Dans l'esprit de Bâle 1, les collectivités, surtout l'État, en tant qu'emprunteur, considèrent presque zéro, voire nul. C'est pourquoi vous avez vu avec le parallèle de l'EDE, si l'aide était faite par un organisme comme l'OCDE qui dispose d'une capacité financière, le risque est presque nul, donc ça voudrait dire que le respect des ratios sera un peu dilué. Mais lorsqu'on ramène le débat au sein des États membres comme les nôtres, comme l'espace UEMOA, ou bien d'une banque comme Aura Bank, ce ratio doit être respecté pour ne pas mettre la pérennité, c'est-à-dire la stabilité de la banque prêteuse de deniers en péril.
Or, bien plus tard, l'État, de même que ses démembrements, ont montré leur défaillance, notamment à cause de la crise de nature globale, comme celle des subprimes, qui a complètement asséché les différents trésors des États dans le monde. L'on est passé de l'État créditeur disposant d'énormes capacités de paiement et de remboursement à l'État en faillite ou en cessation des paiements avec un poids de dettes énorme à l'égard des créanciers internes et externes. C'est à la sortie, par exemple, de cette crise des sommes qui a commencé aux États-Unis, qui a complètement bouleversé le monde, que l'on a vu la défaillance des États. L'État n'a pu être considéré comme le jeu, l'État qui pouvait faire disposer de la capacité de réaction financière à tout moment. Les États ont montré leur défaillance. Vous avez vu des grands États comme la Grèce tomber en cessation de paiement. Il a fallu que les autres pays de l'Union européenne du secours d'un État comme la Grèce pour comme pour la réanimer sur le plan financier ou bien sur le plan bancaire. Pas que la Grèce, il y avait plein d'autres États comme ça qui ont fait faillite complètement. Donc, l'idée de Bâle ne pouvait plus et les obligations faites à l'État emprunteur ne pouvaient plus être respectées comme à la MES. Il fallait maintenant considérer l'État comme tout emprunteur lambda, auquel cas on pouvait se retrouver si ce seuil n'était pas respecté, même si l'État était emprunteur, on pouvait se retrouver qui devrait faire faillite si les emprunteurs n'arrivaient pas à rembourser le type bancaire à temps. Je prenais encore l'exemple de la Grèce qui a été sauvée suite à un programme de financement des autres États membres via la Banque centrale européenne. La majorité des pays subsahariens de l'Afrique ont été quasiment dans la situation de l'État grec vers la fin des années 80 et la décennie 90. La formulation des programmes destinés à leur sauvetage, plus ou moins testés, avait des résultats mitigés. Le PASS, c'est-à-dire les programmes d'ajustement structurel qui nous ont été imposés par le Fonds monétaire international ou le programme PPTE, pauvres très endettés, ont été des différents programmes qui ont mis sur pied pour essayer un peu de redresser ces pays qui est venu avec la première banque qui a asséché les trésors de nos États. C'était le seul mécanisme qu'on avait suggéré à cette époque pour pouvoir redresser la banque. Le banquier en jusqu'à nos jours doit tenir compte de ce que l'État risque un grand risque dans la mise en œuvre du crédit. Donc, il faut, dans l'activité quotidienne, ce n'est parce que l'emprunteur c'est là que l'on doit perdre de vue par rapport au respect de certains normes, par rapport au respect des seuils. Est-ce que le ratio Cook était parfait? Les imperfections du ratio Cook découlaient de quoi? Le problème, c'est que le ratio Cook ne prenait en compte qu'une partie du risque auquel s'expose une banque. N'était notamment pas pris en compte ni le risque de ni le risque opérationnel. Les accords dits de Bâle II définissent ainsi un nouveau taux de solvabilité bancaire, dit ratio McDonald, fondé sur le même principe que le ratio Cook. Et c'était pour corriger les imperfections qui ne prenaient pas en compte le risque de marché et le risque opérationnel. Le risque de marché, il est un peu plus macro, plus fluctuant, parce que le marché, c'est un domaine un peu virtuel. De plus, on parle de la virtualité, mais le marché a toujours été un domaine dans lequel les personnes physiques n'y ont pas accès. Et le ratio Cook ne prenait pas en compte ce risque de marché, le risque opérationnel. Le risque marché peut être dominé par quoi? Peut être dominé par tout ce qui est spéculation. Le marché peut-être de pétrole est dominé par les événements qui ne concernent pas fondamentalement le pétrole. Une guerre comme la guerre de l'Irak a drastiquement impacté le marché, que ce soit le marché pétrolier, le marché bancaire dans ce sens. Quand dans un domaine sensible,
il y a une imperfection, cela peut impacter d'autres activités. S'il y a déclenchement comme la guerre de l'Ukraine, vous voyez aujourd'hui le marché du gaz, le marché du pétrole et même le secteur bancaire est drastiquement impacté parce que certaines activités ont subi des coupes drastiques, ce qui fait de telles enseignes que, avec le ratio de solvabilité bancaire mis en œuvre par le comité de Bâle 2, qu'on appelle Bâle 2, prenait en compte désormais, contrairement au ratio de Bâle 1, c'est-à-dire au ratio, on prend en compte l'ensemble de la solvabilité bancaire. Ce ratio affine le précédent, c'est-à-dire le ratio Cook, en imposant aux établissements de crédit de détenir un niveau de fonds propres minimum, davantage en adéquation avec l'ensemble des risques encourus. Là, ce qui est en quelque sorte clair pour la simple raison que ce ratio est un peu plus général, mais nous nous rendons compte dans le développement, à chaque crise, il y a la gestation de nouvelles recommandations. Et ça ne doit pas s'arrêter. Vous devez comprendre pourquoi la formulation des recommandations ne s'est pas limitée à Bâle 2. Y a-t-il un problème de connexion? Je ne sais pas. Allô? Alors, on t'entend, hein. Par moment, des fois, ça se crache un peu, mais dans l'ensemble, ça va, hein. À moins que Madame Lee nous dise s'il y a un petit souci de l'autre côté. La réception est du même normalement, même si le son est haché, l'écoute reste sensible. Oui, ça va. L'impression de la salle est favorable. Ça va? Je peux continuer? Oui, je pense. Alors, je ne sais pas si je peux continuer ou pas. Oui, je pense, hein. Madame Lee, c'est bon? Oui, absolument, il peut poursuivre. Oui, 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 tu peux continuer, cher Emmanuel. là, j'ai de nouveau, oui, j'ai de nouveau mon tableau devant moi. Vous avez quand j'arrive le diapositive. C'est vrai que là, ça crache un peu. J'ai, oui. Vous Là, c'est mettez maintenant. Oui. Oui. Allô? Oui. On te reçoit, hein, Emmanuel. Oui. Le ratio de Bâle 2, le ratio de Bâle 2 qui accentue la stabilité des banques était constitué des fonds propres réglementaires. Je vous ai dit les fonds propres réglementaires, c'est l'ensemble du capital social, l'établissement de crédit, c'est-à-dire de la banque et de ses réserves obligataires, divisé par le risque de crédit, le risque de marché et le risque opérationnel. Et en conservant les fonds propres, on prend en compte désormais dans l'esprit du ratio de Bâle, ce que l'on a appelé le risque de solvabilité. On prend en compte le risque de crédit, le risque que chaque opération de crédit peut générer sur le maintien ou bien sur la solidité des fonds propres, le risque de marché, le risque opérationnel. C'est tout cela pris en compte, mais qui doit être de 8%. Alors qu'avant, ce n'était pas seulement ça, c'était les fonds propres sur un seul risque de crédit. Alors que maintenant, on intègre le risque de marché et le risque opérationnel. Donc, tout cela qui doit permettre à l'ajustement de crédit dont j'ai respecté, au moins pour ne pas être sous le coup des autorités de l'activité bancaire, du ratio lié au fonds.
En outre, les exigences supplémentaires sont introduites en aide de composer des fonds propres. Ainsi, le ratio de solvabilité est scindé en deux éléments complémentaires. Le premier ratio dit tiers 1 constitue un minimum égal à 4% des risques et doit comporter du capital sans risque. Il est lui-même décomposé en deux sous-ratios. Le corps tiers 1 de 2% minimum qui ne prend en compte pour le calcul des fonds propres que les actions et les réserves constituées des bénéfices non attribués. Et le corps tiers 2 également de 2% qui est pondéré au minimum, qui intègre les titres ordonnés, obligations à caractère perpétuel, ou certains titres hybrides présentant des droits de redevance avec le capital, comme les actions convertibles. Le second ratio dit tiers 2, qui est d'un minimum. C'est très haché. Alors, et à l'enregistrement, ça risque d'être compliqué de vous vérifier. c'est haché, la voix, en fait, la tonalité. Alors, Un peu mieux maintenant, mais juste, j'aimerais m'assurer de la stabilité de la connexion de votre côté. Si vous êtes sur PC, juste regardez un peu en haut à droite de votre écran. Vous avez normalement une icône de réseau. Quel est l'état de la connexion chez vous? L'état de la connexion sur une échelle de 4, c'est 3. ah, c'est 3. D'accord. Donc, oui, donc elle est bonne. Un regard sur l'état de la connexion. Et comme ça, vous savez si à peu près on vous entend ou pas. D'accord. Je disais le second ratio, qui est appelé tiers 2, lui aussi est un minimum de 4%, qui intègre les éléments de propre complémentaire, ne peut pas excéder 100% des fonds propres pris en compte. Il s'agit notamment des titres subordonnés à durée indéterminée. La régulation de base 2 prévoyait aussi l'injection de fonds propres sur complémentaire dénommé tiers 3 spécifiquement dédié à la couverture du risque de marché. Il figurait les fonds propres tiers 2, c'est-à-dire le montant éligible au titre du tiers 2, mais qui dépasse 100% des fonds admis en titre. Ces titres de dette subordonnée ont une échéance initiale au moins de points. Tout cela, c'est un peu très confus, c'est un peu mathématique, mais c'est comme ça toute la difficulté lorsqu'on analyse les fonds propres. Le pilier 2 dans ces fonds propres, c'était quoi? Une procédure de surveillance prudentielle. Parce qu'on ne pouvait pas définir tout cela sans mettre un accent. La connexion devient de plus en plus mauvaise là. C'est réduit. Statut de connexion tombé à son point le plus bas. Allô? Vous pouvez y aller. C'est bon là. Oui, c'est bon là maintenant. Oui, c'est bon là maintenant. Le pilier 2, c'était de mettre l'accent sur une procédure de surveillance prudentielle. Le deuxième pilier des accords de base 2 organise un dialogue structuré entre les superviseurs bancaires et les établissements financiers placés sous leur contrôle. L'organe de supervision bancaire en UEMOA, c'est la Banque centrale à travers son organisme de contrôle, de supervision et de l'activité bancaire. C'est sur le plan national maintenant que les ministères en charge des finances ont encore assuré un rôle un peu national dans le cadre de cette supervision. Donc le rôle désormais de la Banque centrale, c'était d'affiner la supervision de tous les établissements de crédit. À cet effet, BAL 2 prévoyait la mise en place par les banques elles-mêmes de processus internes de suivi et de calcul des risques, y compris ceux du pilier 1 et des mains en forme propre aussi. Je posais la perçu le changement au niveau, en fait, ce changement
s'est trouvé il y a une dizaine d'années de crédit. Allô? Oui, j'ai dit à l'attention des auditeurs, Oui. les établissements de crédit, le contrôle interne s'est renforcé ces dernières années. Et à tel point qu'avant, il y avait les commissaires aux comptes comme toutes les sociétés. De plus en plus, dans l'activité bancaire, on impose que l'établissement de crédit puisse avoir son propre organe interne de contrôle, qui est différent du contrôle mené par les organes de supervision bancaire. Donc, c'était les exigences liées au respect des recommandations de Bâle 2. Les superviseurs ensuite c'est de confronter leur propre analyse du profil que de l'établissement avec celle conduite par la banque et, en fond de leur conclusion, d'engager des actions. Peuvent notamment exiger que la banque renforce les fonds propres au-delà du ratio minimum de fonds propres exigé par le 2. Allô? Alors, confrère, on t'entend, hein? Moi, de mon côté, ça va. Oui, donc j'étais Dans la salle, oui, c'est bon. j'étais en train de dire d'attiration des auditeurs que ces dernières années, le contrôle interne au sein des banques s'est véritablement renforcé parce qu'avant, il y avait juste le contrôle des commissaires comme toutes les sociétés commerciales, ainsi de suite. Mais de plus en plus, sous le voile du respect de ce deuxième pilier de Bâle 2, chaque établissement de crédit doit mettre un service interne de son contrôle interne. Donc, à tel point que c'est pourquoi vous voyez de plus en plus les services de compliance qui sont des nouveaux services au sein des établissements de crédit désormais. Avant, lorsque l'on parcourait les services des établissements de crédit, on ne voyait pas de nouveaux services comme compliance comme ça. Ce sont des services au sein des établissements de crédit, comme en interne, la conformité de crédit au respect des normes ou bien seuils, aussi bien par le comité de base, la banque centrale ou bien par l'organe communautaire de supervision d'activité bancaire ou l'organe national. Donc, c'était adopté par le comité de Bâle 2 et la correction dérange un plus, mais on va continuer avec parce que je n'arrive pas à filer le diapo. Alors, sur le diapo, nous Allô? sommes. À notre niveau, ce qui s'affiche, c'est le diapo sur le deuxième pilier, l'assurance présidentielle sur la procédure. Mais oui. Mais si le développement sur le diapo, même si ça ne défile pas sur mon diapo personnel, donc, sur le pilier 3, la distance de marché. Le pilier 3 visait à instaurer. Oui, si elle a la main, elle peut nous aider à défiler le diapo. Dans 2 minutes, je vous repasse la main. À chaque fois que vous avez une connexion sous extérieure, malheureusement, vous perdez la main. D'accord. Ça marche. C'est temps pour moi de créditer davantage aussi mon compte Internet ici. Ok, déjà, position salle de
Micro salle 2. Ok, regarde mon PC et tu donnes la main à Manuel François. Je pense que le temps que vous ayez la main sur votre PC, vous pouvez faire un test pour qu'on s'assure que l'audio est OK de votre côté. Oui, c'est moi, je vous écoute. Oui. C'est bon, bien. Maître, vous avez la main, vous pouvez poursuivre. Maître, vous nous recevez? Oui, je vous reçois. Continuez. Allez-y. D'accord. J'ai été parlant du pilier 3 qui concerne la discipline du marché, qui est l'un des aspects fondamentaux de BAL 2. Le pilier 3 vise à la transparence financière en améliorant la communication au grand public sur les actifs, les risques et la gestion. L'objectif sous-jacent est d'uniformiser les pratiques en matière de communication financière et de faciliter ainsi la lecture des informations comptables et financières des banques d'un pays à l'autre. Donc, tout ceci participe également de services de compliance au sein des établissements de crédit. Je vous dis, c'est des services qui n'existaient pas il y a une dizaine d'années. C'est depuis la dernière décennie que ce service, inspiré par les recommandations de BAL 2, ont prospéré au sein des établissements de crédit. Ce qui nous amène maintenant à analyser les insuffisances de BAL 2. Est-ce que, en intégrant le risque lié au marché et le risque opérationnel, qui va corriger les imperfections de BAL 1, qui était centralisé seulement sur fonds propres, que l'on est parvenu à rendre le système de normes prudentielles parfait. La crise financière des subprimes de 2008 déclenchée aux États-Unis a le fait que les fonds propres des institutions financières étaient insuffisants ou de mauvaise qualité. Certains risques auraient été peu ou mal identifiés, et ce, pour plusieurs raisons. La complexification des opérations réalisées sur les marchés financiers, produits structurés ou des juridictions, par exemple. La défense du contrôle interne et de la gouvernance des établissements bancaires dans de nombreux cas. Les insuffisances de contrôle exercées par les régulateurs dans un univers où on une confiance sans doute excessive de l'autorégulation. Effectivement, la crise de subprime est née de l'autorégulation parce que c'est comme si les créances douteuses, c'est comme si beaucoup de spécialistes découvraient les créances douteuses à cette époque. Non, beaucoup de banques aux États-Unis, beaucoup de spécialistes des milieux d'urgence savaient que le crédit hypothécaire aux États-Unis à cette époque était adossé sur les créances douteuses. C'est-à-dire les gens accédaient à la propriété immobilière fournie des garanties qui étaient fondées sur des bases aussi et j'accédais à la propriété immobilière et quand le premier acquéreur jetait le bien à quelqu'un d'autre, ça se multipliait, les chaînes de risque se multipliaient ainsi. Mais à cette époque, les recommandations de BAL 2 étaient insuffisantes pour pouvoir un contrôle efficace. Le contrôle n'est pas si strict encore qu'aujourd'hui, bien que l'on soit venu à un degré efficient de contrôle, le système est imparfait à cette époque. On vous a dit, c'est depuis des années au moins que les services de compliance, même au sein des établissements de crédit, et dit qu'avant la crise de subprime de 2000, le système était encore peu contrôlé comme aujourd'hui. Ces crédits
ces risques accumulés devraient permettre la chute du système bancaire. Et c'est pourquoi, dès que aux États-Unis, on a rapidement ressenti les imperfections de la crise sur l'activité des autres banques. Parce que ce qui s'est passé aux États-Unis, c'était différent de ce qui se passait même en Afrique subsaharienne ou bien en Europe, où les banques spéculaient avec de l'argent, où les banques accordaient des crédits pour permettre d'aider à prêter de tels biens meubles ou immeubles dans des subprimes. C'était beaucoup plus les crédits hypothécaires, mais qui ne reposaient sur aucune garantie solide. Donc, les insuffisances parce que le contrôle interne au sein de l'établissement, la gouvernance bancaire était faible, la gouvernance bancaire était différente. Et vous allez vous rendre compte comment est-ce que BAL 2 devrait évoluer vers d'autres formulations. Qu'est-ce qu'il faut dire à titre conclusif sur BAL 2? Les banques n'ont pas su apprécier correctement les risques qu'elles prenaient de sorte que leur niveau de fonds propres s'est retrouvé en inadéquation avec la réalité des risques figurant dans leur bilan, dans leur hors bilan. Le bancaire s'est ainsi trouvé dans l'incapacité d'absorber ces pertes sur les activités de négociation de crédit, pertes qui ont alors pris une dimension systémique. La dimension systémique, c'est quoi? La dimension qu'une défaillance d'une seule entité soit susceptible de causer la défaillance en chaîne de beaucoup d'autres entités bancaires ou extra-bancaires. En outre, beaucoup d'établissements qui avaient délaissé la gestion du risque de liquidité. Je vais vous proposer de vous déconnecter de la plateforme, de revenir sur le lien. Maintenant, bon, ce laps de temps, essayez de voir peut-être si vous êtes proche de votre modèle de connexion ou vérifier l'état de votre connexion. Parce que dans la salle, on fait savoir que ça devient très, très compliqué de vous suivre. C'est sur moi, j'ai une proposition peut-être pour voir. Est-ce que c'est possible de couper le micro manuel et de voir si on peut essayer un autre canal, Madame Lee? Je ne sais pas, hein, je dis un truc peut-être tout bête, mais je ne sais pas. Voir si on a des alternatives ou quelque chose comme ça, non? Là, vous pensez à quoi? Aller sur une autre plateforme, c'est ça? Hein? Pardon? Je demandais quand vous parlez d'alternative, vous pensez à quoi exactement? Je sais pas. Je suis en train de penser à une autre, un autre canal, une autre plateforme, mais avec l'image qu'on a, on le garde comme ça avec le micro coupé. Je sais pas, hein. Je sais pas si ça revient à la même chose. Souci à passer le plateforme, mais là en fait c'est un souci de connexion internet du côté de Maître Francis. Donc même si on change de plateforme, je pense qu'on aura toujours ce souci de son haché. Il peut juste se déconnecter de la plateforme et s'assurer de l'état de sa connexion. Pour l'instant. Oui, Manuel? La connexion est bonne là pour l'instant. Ah, pour l'instant, ok. Oui. Donc, je disais, en outre, beaucoup d'établissements de qui avaient... D'accord, ok. Tu peux, vas-y, Manuel, hein, tu peux y aller. Oui, en outre, beaucoup d'établissements de crédit qui avaient délaissé la gestion de leur liquidité ont été confrontés à de vives tensions. Le marché monétaire s'est brutalement bloqué. Le marché monétaire s'est crispé. Je m'excuse. Beaucoup d'établissements qui avaient délaissé la gestion de leur risque de liquidité ont été confrontés à de vives tensions lorsque le monétaire est brutalement bloqué, obligé à intervenir pour assurer son fonctionnement et parfois pour soutenir certaines banques. Donc,
dans cette conclusion, il s'agit seulement de retenir que parce que les banques n'ont pas été si rigoureuses envers elles-mêmes, c'est-à-dire disciples du contrôle interne, la Banque centrale était obligée d'intervenir pour assainir le milieu, pour mettre l'ordre, pour parfois renflouer les caisses de ces établissements de crédit. Et c'était également la possibilité pour les banques centrales, c'est-à-dire l'organe de supervision, en pleine crise, de ne pas laisser une banque tomber, parce qu'une banque qui tombe est un risque pour le systémique. Une banque qui tombe avec l'entreprise dont elle leur accorde le crédit obtient pour le activité. C'est et financier que le système allait être renforcé. Et on comprend pour beaucoup de remous ont été dégagés dans ce sens en disant on aide toujours les plus riches, on aide les banques à se stabiliser alors que les entreprises sont fermées, alors que les coupes budgétaires sont engagées dans le domaine de la vie pour imposer l'austérité aux gens. Tout simplement parce que l'économie continue de fonctionner. Il faudrait que les entités bancaires continuent d'exister, sinon ça sera la catastrophe, ça sera la défaillance des maillons économiques. De Bâle 2 à Bâle 3, c'est-à-dire la formation des règles prudentielles renforcées. Parce que vous avez vu l'historique depuis ce matin, il y a eu définition de Bâle 1. Ensuite, on a noté les imperfections, on est passé à Bâle 2. Bâle 2, on pensait que c'était important d'intégrer le risque opérationnel, le risque de marché, mais jusque-là, on a vu que la défaillance dans le contrôle interne des à tel point que les banques centrales étaient obligées d'intervenir pour tenir le lieu. Donc, on est passé de Bâle 3 qui propose le renforcement des règles prudentielles. Compte tenu de l'ampleur et de la rapidité avec laquelle la crise financière s'est propagée à travers le monde et du caractère par invisible de cette crise, il est apparu essentiel que tous les pays renforcent la capacité de résistance de leur secteur bancaire. C'est l'objet des accords de Bâle adoptés par le comité 12 septembre 2010 et avalisé par les chefs d'État et de gouvernement lors de la réunion du G20 à Séoul les 11 et 12 novembre 2010. Ces accords instaurent plusieurs mesures visant à réformer en profondeur le dispositif prudentiel international. Il tire les conséquences des insuffisances de la relation de Bâle 2 et impose un renforcement des normes en matière de solvabilité et de liquidité bancaire. Donc, qu'est-ce que Bâle 3 a fait? Bâle 3 a innové par le renforcement des capacités des banques à venir. Et vous allez vous rendre compte que Bâle 3 a formulé des recommandations qui n'étaient pas loin des recommandations déjà formulées par le pilier 1 et le pilier 2 dans le cadre de Bâle 1 et de Bâle 2. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Il s'agissait, je ne sais pas si le diapo est revenu. Le diapo était pas tout là, ça revient. Qu'est-ce que Bâle 3 proposait? Je vous ai dit Bâle 3 proposait le renforcement des capacités de contrôle. Il s'agit désormais de mettre le cadre réglementaire et les contraintes supplémentaires applicables aux banques.
Ces contraintes découlaient des leçons tirées de la crise de prêt qui a été en partie causée par une spéculation exacerbée dans les milieux bancaires et financiers. Il fallait dès lors proposer des mesures tendant à protéger les banques et institutions assimilées aux effets néfastes des spéculations, notamment boursières. La mesure phare consistait à séparer les opérations de dépôt et les opérations de spéculation. Avant la crise des subprimes, on a connu une affaire similaire en France, dans l'affaire Société Générale et Gérant Kerviel. Les banques ne faisaient pas distinguo entre leurs opérations de dépôt, c'est-à-dire les dépôts, les opérations liées de la collecte de l'épargne du public, et les fonds qui permettent à ces banques de spéculer dans le marché financier. Donc, à tel point qu'une banque pouvait se retrouver du jour au lendemain, et les expériences de l'affaire Gérant Kerviel et Société Générale ont montré toute la pertinence de la séparation des activités de dépôt et celles de spéculation, parce qu'une banque peut se retrouver du jour au lendemain avec des milliards de pertes d'argent dans l'activité de spéculation, ce qui accroissait effectivement le risque systémique. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Séparer les opérations de dépôt et de crédit des opérations de spéculation. C'est séparer désormais les activités de dépôt et de crédit, c'est-à-dire les sommes émanant des ordinaires profanes, les rassurent des activités de spéculation qui sont des activités en principe opaques et hors de portée des clients ordinaires et qui inquiètent tout le monde. Certaines contraintes sont liées aux impératifs de blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme à l'évasion et à la fraude fiscale, d'où la mise en place des normes de blanchiment et d'échange automatique d'informations. Et davantage, le service de compliance s'est densifié en ce moment également parce que, comme dans le cadre de BAL 2, compliance a fait son entrée dans les services bancaires, ce qui n'existait pas dans le cadre de BAL 1. Donc, il fallait que tous les établissements de crédit, toutes les opérations de banque soient conformes aux normes désormais proposées dans le cadre de ces différents, notamment BAL 2 et BAL 3, propose la séparation des activités de collecte ou de dépôt, des activités de crédit d'une part et les activités de spéculation d'autre part, à tel point que lorsque l'organe de supervision vient faire un contrôle au sein d'une banque comme Aura Bank et constate que Aura n'a pas distingué la masse d'argent qui lui permet de faire la spéculation sur le marché financier, c'est-à-dire la bourse des valeurs mobilières de l'UEMOA, et la distinction entre les opérations de risque, c'est que Aura Bank va être sanctionné par l'organe de supervision bancaire pour avoir failli à l'obligation désormais de distinguer ces opérations, de séparer ces opérations de dépôt de crédit de ces opérations de spéculation. Notre secteur de l'activité, c'était à tel point que la marge des fonds sont destinés à telle chambre ne pourra pas être levée pour l'activité liée à l'autre champ. Donc, il faut considérer que l'activité bancaire des fonds, des banques sont nommées scindées en plus branches. Le diapo va encore un fond, mais je peux continuer mon diapo personnel. L'un des exemples a été concernant cette spéculation, cette séparation des activités de spéculation a été proposée pour la première fois au sein de l'Union européenne par la France, qui a proposé la forme de son système bancaire avec la séparation des activités de spéculation dont on considère qu'elles ne sont pas utiles à l'économie
et les activités isolées dans une filière spécifique, par exemple. La liste de ces activités est toutefois très réduite. Les activités très spéculatives, des trading à haute fréquence, qui ne seront pas interdites. Dans une proportion de 80 à 90% d'entre elles ne seront pas concernées par la réforme. En réalité, de l'aveu du ministre d'alors, seul le trading haute fréquence est taxable et pourra être interdit. Le commerce de dérivés de matières premières agricoles sera également interdit par les banques dans leur activité de spéculation à cette époque. Les pouvoirs de l'autorité de contrôle prudentiel seront renforcés. Chaque banque devra lui présenter un testament bancaire, c'est-à-dire un plan de résolution à mettre en œuvre en cas de crise. Il permettra à l'État de démanteler un établissement sans faire appel aux contribuables. Un dispositif devrait limiter les frais d'intervention des banques sur les clientèles les plus fragiles. Je vérifie si le diapo est revenu. Oui, pour permettre aux auditeurs de voir ce que je dis. Je disais, l'exemple français permettait également la spéculation. L'exemple permettait également de voir la spéculation à la sortie de la crise de Prüm, comment la France avait créé la séparation à travers une réforme, la séparation des banques, des activités de crédit et de dépôt, des activités de spéculation. C'est pour permettre que les banques ne soient pas très exposées par les activités de trading à haute fréquence. Les intérêts de la qualité des fonds propres. Les fonds propres sont des capitaux dont dispose l'entreprise. Ils ont été apportés par les actionnaires, soit acquis par l'activité économique. L'activité économique, les banques sont détentrices de beaucoup d'autres biens immobiliers ou bien de beaucoup d'autres ou des actions au sein d'autres activités, au sein d'autres activités économiques. Toutes ces activités qui constituent, tous ces revenus qui constituent des fonds propres dans son sens général des banques. Tous les ans, une entreprise fait le compte des bénéfices. Sur cette masse d'argent est versée l'action. L'autre est considéré le fonds propre, c'est-à-dire après distribution des dividendes aux actionnaires, une partie doit être conservée dans les propres. Ces derniers serviront notamment à financer une partie des investissements. Les banques ont tendance à prêter l'équivalent des fonds de leurs propres. Plus l'entreprise possède des capitaux propres, moins elle a recours à l'endettement et plus elle est résistante en période de crise, ce qui est normal. Ils peuvent être constitués par de la trésorerie ou par des placements rapidement disponibles. Le fait de conserver des fonds propres dans une entreprise représente un risque exagéré. Mauvaise santé économique, les capitaux propres sont absorbés par les dépenses et ne n'auront donc pas aux actionnaires. C'est à ce seul niveau que le flou des fonds propres constitue un risque pour les actionnaires, mais faible pour la santé économique de l'entreprise. Solvabilité et capitaux propres. Les capitaux propres en tant que ressources stables de la banque permettent de financer les investissements. Ainsi, avoir des capitaux importants constitue une garantie de solvabilité de la banque. Autrement dit, plus les capitaux propres sont importants, plus la capacité de la banque à honorer ses engagements sur le long terme est importante. Une banque avec des capitaux propres négatifs doit plus qu'elle ne possède. On comprend l'importance des fonds propres pour la confiance clientèle. Donc, en réalité, lorsqu'une entreprise dispose d'un fonds propre solide, elle s'endette moins, elle est moins portée à l'endettement pour le financement
quelle activité ou bien pour son activité. Une entreprise, une banque qui a moins de capitaux propres est portée à se refinancer sur le marché bancaire. Capitaux propres et endettement. Il est intéressant de comparer le capital propre d'une entreprise avec le montant de ses dettes pour comprendre d'où proviennent les ressources de l'entreprise. Le ratio permet de mesurer le degré d'exposition d'une banque au risque extérieur. Plus les capitaux propres représentent un faible pourcentage des ressources de la banque, soit un fort coût à l'endettement, plus la banque sera exposée. Les capitaux propres sont donc un indice essentiel de la financière d'entreprise. C'est ce qu'on dit il y a une seconde. Plus une banque dispose de fonds solides, elle est moins de solliciter un prêt dont elle s'en témoin. Les capitaux propres incluent la moitié du capital au des formalités spécifiques. Les capitaux propres incluent la moitié du capital. Si les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social, la solution pérennisant la banque sera d'augmenter la valeur du capital propre. Et cela se fait sur certaines modalités. Les dirigeants peuvent décider d'injecter des liquidités par l'augmentation de capital social de la part des actionnaires. On demande à chaque actionnaire en ce moment de mettre la main dans la poche pour relever le niveau de capital social. Pour récupération des créances, augmentation des ventes ou de valeur ou tout autre bien de l'entreprise. Deux situations sont en cas de perte des fonds propres, capitaliser soit pour éviter la mise sous administration provisoire, soit pour éviter la liquidation. Et la recapitalisation peut intervenir sur les actionnaires eux-mêmes de la banque, décider chacun de relever son niveau de capital social, soit être... Allô? 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 Oui, allô, Manuel. Je ne sais pas si Madame Oui, est en train de nous expliquer quelque chose. Oui, parce qu'elle a parlé, c'est pourquoi je me suis abstenu de continuer. Oui. Madame Lee, vous nous entendez? Maintenant, beaucoup mieux. Je pense qu'il peut poursuivre. Allez-y. Ok. Oui. Tu peux continuer. Oui, je disais, lorsque les fonds propres sont réduits, on peut capitaliser. La capitalisation peut être le fait des actionnaires de la banque, des 10 ans qui est nouveau venant de l'extérieur. Chaque actionnaire peut dire, je remonte le niveau de mon capital social, je remonte le niveau de mes actions. Et voilà, l'entreprise est fermée, ils ne veulent pas de nouveaux apporteurs dans leurs actions. C'est ce qui relève son niveau de financement, c'est-à-dire qu'il relève ses actions à un niveau supérieur. Mais il pourrait avoir capitalisation pas dans le capital de la banque de nos actionnaires. Et cette fois, les premiers actionnaires, les actionnaires fondateurs, ils remontent leur niveau de capital par, de façon exponentielle. Soit ils ne mettent plus la main dans la poche, mais ils permettent à ce que certains viennent prendre des actions dans leur entreprise. Mais qu'est-ce qu'il faut faire désormais? Capitaliser parfois, c'est éviter que les fonds propres de la banque ne chutent à un seuil tel que la banque pourra être mise en redressement sous administration provisoire. C'est le mécanisme de redressement du bancaire qui connaît des difficultés en société sociale. On parlerait tout simplement de redressement judiciaire, mais dans le cadre du vocable bancaire, on parle de situation provisoire. Parfois, il est impératif pour la banque de se refinancer ou bien de la mise sous un provisoire. Parfois, c'est recapitaliser pour éviter le dessaisissement
des dirigeants et la mise sous tutelle de l'entité de recapitaliser ici, soit recapitaliser ou refinancer une augmentation des engagements de chaque actionnaire ou porteur d'une ou porteur. Ils sont si jaloux de leur entreprise qu'ils ne voudraient pas d'apport extérieur pour nouveaux actionnaires ou porteurs de. La recapitalisation avait ouverture des souscriptions aux ou apporteurs nouveaux, c'est-à-dire il y avait de nouveaux investisseurs. C'est la recapitalisation prévention. Recapitaliser en amont pour éviter la cessation de paiement, éviter la mise sous administration provisoire ou la liquidation. J'ai dans mon ouvrage, page 104, partie dans les il faut tenir que la recapitalisation est faite des dirigeants ou bien de nos actionnaires dans le cadre de. Oui, là, le niveau de connexion peut diminuer. Mais la recapitalisation peut être imposée par la Banque centrale dans le cadre d'un dispositif de traitement des banques en difficulté. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Parce que les actionnaires peuvent constater que les fonds propres ont diminué et prennent les devants pour augmenter le capital ou pour augmenter les engagements de chaque actionnaire, éviter la mise sous administration provisoire de leur établissement de crédit. Parfois, c'est l'ordre de supervision et de contrôle de l'activité bancaire qui peut considérer, peut-être à la lumière de son contrôle, Aura Bank n'a pas respecté son niveau de fonds propres, pouvant lui permettre de faire face à des difficultés même passagères et décide d'être Aura Bank sous administration provisoire. Dans ce cas, Aura Bank devra recapitaliser. Mise sous administration provisoire de la banque en difficulté, obligation de recapitaliser comme feuille de route. Si la feuille de route n'est plus suivie, les résultats attendus ne sont atteints, l'administration provisoire se transforme en liquidation. Même sous l'administration provisoire, la voie de sortie de crise est la recapitalisation, c'est-à-dire le relèvement du fonds propre et de l'accès financier de la banque pour sortir de l'administration provisoire et éviter la liquidation. Ce qu'on appelle la liquidation réelle. C'est-à-dire, dans un premier temps, il y a absolument de faiblesse des fonds propres, et la banque centrale ou l'organe de supervision de l'activité bancaire émet l'établissement ou l'entité bancaire sous administration provisoire, et pour sortir de l'administration provisoire, il faut recapitaliser, c'est-à-dire augmenter les fonds propres pour sortir de cette mauvaise passe. Augmenter les fonds propres, ça voudrait dire que l'établissement de crédit n'est plus en situation de paiement et peut désormais faire face à son passif exigible avec son titre disponible. L'actif disponible étant son fonds propre. Il faut faire une comparaison entre le langage purement affairiste ou du sociétal avec le langage. Les frais de fonds propres des banques et le droit OHADA. En droit OHADA, toute personne qui dirige une entité bancaire ou établissement assimilé doit, dès les premiers signes de fragilité financière, prendre les mesures qui lui sont imposées pour y remédier. Ces mesures sont prévues par une forme sur les procédures collectives. Les dirigeants doivent saisir la compétence pour solliciter l'ouverture d'une mesure de traitement. Mais, d'une nature particulière des activités bancaires, la procédure de restriction ou de liquidation ne peut être ouverte qu'avec l'avis conforme de la commission bancaire. Pour les pays de la zone, c'est la Banque centrale pour d'autres comme la RD. Donc, ça veut dire que si la banque était une société commerciale tout court, qui traverse des simples difficultés, les dirigeants peuvent directement solliciter sa mise sous administration provisoire.
pas, bon, sa mise en redressement puisqu'il n'y a pas d'administration provisoire pour les sociétés communes. Mais quand il s'agit des entités bancaires, lorsque la banque est en cessation de paiement ou bien traverse même de simples difficultés, l'établissement de crédit doit, même dans la procédure d'administration provisoire ou pour sa mise en œuvre, pour sa mise sous administration provisoire, l'établissement de crédit doit attendre l'avis conforme de la Banque centrale, si on se marre ou bien si on est dans l'espace UEMOA. Donc, c'est pour montrer la capacité ou la spécificité de l'activité bancaire par rapport à l'activité purement commerciale. Sans avis conforme, une entité bancaire, quoique traversant des difficultés, ne peut pas être mise sous administration provisoire. Une seconde. En cas de procédure collective, toute ouverture d'une procédure collective à l'égard d'une banque ou établissement assimilé dont les fonds propres ont baissé, le président de la juridiction compétente saisit des députés d'entités saisies par écrit la commission bancaire ou le gouverneur de la banque centrale. Demande d'avis. Donc, si une entité comme Société Générale ou Ora Banque ou bien quelqu'un traverse des difficultés, on dit bien le président de la juridiction compétente saisi de ces députés doit par écrit demander l'avis de la commission bancaire, c'est-à-dire la commission bancaire de l'UEMOA difficulté, c'est pas propre et c'est fait des ratios liés aux fonds propres et doit attendre l'avis de la commission bancaire pour placer l'établissement en question sous administration provisoire, c'est-à-dire une quelconque procédure de redressement. Parce que s'il n'y a pas lieu de redressement, on procède, on met la structure en liquidation tout simplement. Généralement, lorsqu'il y a au moins une chance de redressement, on est obligé de passer par l'administration provisoire au lieu de prononcer la mise d'entité en liquidation. La demande cet avis conforme formulé par le président de la juridiction à la Banque centrale doit être accompagné des pièces justificatives nécessaires à l'information de l'émission bancaire ou de la banque. Ça peut être soit des pièces nécessaires à l'analyse de ses fonds propres, comment est-ce qu'il faut prouver que c'est-à-dire tous les éléments qui permettent de constater que les fonds propres sont insuffisants pour faire face à ces premières demandes bien pour faire face à cet engagement. Et je vous ai dit, la société a tout simplement dit une cessation de paiement lorsque l'actif disponible, c'est les fonds propres aussi, il faut pas d'argent bancaire, est insuffisant pour faire face à son passif exigible, c'est-à-dire l'ensemble des dettes ou bien de ses engagements. L'avis de l'institution bancaire qui est sollicité intervient généralement dans un délai de 23 francs à compter la réception de la demande d'avis. L'avis est transmis au greffier qui le remet au président de l'institution compétente. Bon. Voilà sur le plan purement procédural, c'est une parenthèse, le plan procédural de vraiment entière sociétale peut mettre un établissement de crédit sous administration provisoire. Les éventuelles sanctions ou dirigeants qui par les députés de la banque par simple négligence ou suite à une falsification des états financiers de synthèse. Est-ce qu'un dirigeant arrivé à falsifier les états financiers de synthèse seulement peut-être pour continuer à faire croire que sans que traverse une bonne santé financière telle qu'il n'est pas nécessaire de la mettre sous administration provisoire. Ça arrive très souvent dans les sociétés commerciales qu'un dirigeant soit à même de masquer ses états ou bien de falsifier ses états financiers pour paraître tout stable au regard des tiers. Quelles sont les sanctions qui peuvent être exigeables? Ça peut être la caution du des peines de loi simple si
c'est une simple négligence, n'avoir pas déclaré les difficultés que traverse la structure, si le dirigeant est allé jusqu'à falsifier l'état financier de synthèse pour maintenir artificiellement la banque en meilleure financière, il s'agit d'une banque frauduleuse. Il pourrait, à l'extension de la procédure collective ouverte à l'égard de la banque, à l'égard du dirigeant personnellement. Ça s'appelle faillite du dirigeant de l'établissement en dehors de la faillite de la personne morale. Condamnation au comblement du passif, notamment de clôture anticipée de la procédure pour suffisance d'actifs, et si la procédure aboutit à un remboursement de tous les créanciers. Les peines disciplinaires ou déontologiques peuvent être envisageables aussi. Il pourrait avoir le retrait d'un paiement à l'établissement de crédit, mais surtout à son dirigeant, parce qu'il s'agit des peines dirigées contre le dirigeant de l'établissement de crédit lui-même ici. Donc, peine déontologique, ça peut aller de l'avertissement, du blâme jusqu'au retrait d'agrément à un tel dirigeant. En outre, les fonds propres et fonds en compte. J'ai prévu cet élément parce que parfois le jargon peut être trompeur. Ces vocables sont un peu des faux homonymes. Les fonds propres, c'est quoi? On a déjà bien spéculé. Les fonds en compte, c'est quoi? Lorsqu'on parle dans le jargon bancaire, qu'est-ce qu'un compte? Les fonds propres constituent la propriété de la banque, c'est-à-dire l'ensemble des actions des actionnaires qui sont les investisseurs de la banque. Parce que les fonds collectés du public ne constituent pas les fonds propres. Il ne faut pas perdre de vue à l'égard des auditeurs qui sont en salle. Ne perdez pas de vue l'argent émanant de la collecte de dépôts du public, c'est-à-dire les fonds qui sont dans les comptes bancaires des épargnants, ne constituent pas les fonds propres de l'établissement de vie. Les fonds propres s'assemblent l'apport des actions des actionnaires de cette banque, de la banque Orabank par exemple. Et ce sont ces actions qui émanent des seuls investisseurs qui sont comme les fonds propres. Et ces fonds propres doivent respecter les différents ratios qu'on a définis suivant le BAL 1, BAL 2, 3. Or, les fonds en compte sont ceux apportés les clients, c'est-à-dire les déposants, et qui sont la propriété du dernier. L'argent que mettre dans son compte, ça s'appelle le fonds en compte, c'est-à-dire la provision dans le compte de Maître Fancy. Ces derniers, c'est-à-dire ces dépôts, peuvent réclamer l'argent de leur compte à tout moment et la banque dépositaire a une obligation de restitution à première vue. Sinon, ce sera c'est-à-dire à première vue. Si je me pointe au sein de la banque, je dis je suis venu faire le retrait de X argent dans mon compte, la banque a l'obligation de me restituer mon argent que j'ai déposé préalablement. Parce que si la banque ne peut pas répondre favorablement à une telle demande formulée par un déposant, on pourrait dire que c'est le premier signe de défaillance de l'établissement de crédit de publicité. Le calibrage définit les éventuels ajustements de la définition du ratio ont été achevés en 2017. Dans la perspective d'une intégration pilier, le 1er janvier 2018, les dispositions du comité de BAL, registration des leviers ainsi que les exigences correspondantes en matière de publicité sont entrées en application à compter de janvier 2015. Ces exigences annulent et remplacent celles qui figurent à la section 5 du document intitulé BAL 3, dispositif réglementaire mondial visant à renforcer la résilience des banques et systèmes bancaires. Donc, en réalité, le ratio de levier distillait les mesures de publicité, que toutes les normes de compliance et de gestion des banques soient publiées pour permettre. C'est ça qui a rendu la notation des banques, ainsi de suite. Le ratio de levier de BAL 3 est égal à la mesure des fonds propres, c'est-à-dire au numérateur, divisé par la mesure de l'exposition au dénominateur et s'exprime en pourcentage.
Ce que vous voyez, ratio levier égale propre sur son exposition. L'exposition au risque, si vous voulez bien. La présente section explique comment les éléments de que définis dans le dispositif doivent être intégrés à la de l'exposition aux fins de ratio de levier. Ici, des engagements filmés, y compris les lignes de crédit, qu'ils soient ou non révocables sans condition, des substituts directs de crédit, les acceptations des crédits de confirmation et des lettres de crédit commercial. Depuis janvier 2015, les banques seront tenues de publier leur ratio de levier BAL 3 sur une base consolidée. Les intervenants de marché puissent approcher d'une période sur une autre les ratios de levier et les états financiers publiés par les banques, mais aussi l'allocation des fonds propres des banques entre juridictions dotées de cadres comptables différents. Il est important que les banques adoptent une communication commune et cohérente des principales composantes du ratio de levier et qu'elles mettent ces informations en relation avec les états financiers publiés. Afin d'améliorer la cohérence et la facilité d'emploi de l'information sur la composition du ratio de levier et d'améliorer les risques que la diversité des formats nuise à l'objectif d'amélioration de la communication financière, le comité est convenu que les banques d'envergure internationale seraient tenues de publier leur ratio de levier selon des modèles de déclaration communs. Les obligations de publication se composent des éléments suivants selon dans ce ratio de levier. Il faudrait un tableau comparatif d'humain qui permet de comparer le montant total des actifs comptables d'une banque et son exposition au fin ratio de levier. Ce tableau comparatif doit comparer ces éléments total des actifs comptables d'une banque et son exposition au fin des ratios de levier. Un modèle de déclaration commun qui présente une ventilation des principaux éléments réglementaires du ratio de levier. Un rapprochement qui explicite la source des différences importantes entre le total des actifs de bilan de la banque tel que présenté dans les états financiers et l'exposition de bilan figurant dans le modèle de déclaration commun. Le contrôle interne et ses impacts sur la gestion des risques dans la banque. Le contrôle interne est l'ensemble des sécurités contribuant à la maîtrise de l'entreprise. Il a pour but, d'un côté, d'assurer la protection, la sauvegarde du patrimoine et la qualité de l'information. De l'autre, l'application des instructions de la direction et favoriser l'amélioration des performances. Il se manifeste par l'organisation, les méthodes et les procédures de chacune des activités de l'entreprise pour tenir la pérennité de celle-ci. La Banque des règlements internationaux, la BRI, considère qu'un contrôle interne efficace constitue le fondement d'un fonctionnement sûr et prudent d'une organisation bancaire et en aval bancaire de l'économie connue. Ce contrôle interne ne perdait pas de vue a été initié depuis le comité de Bâle II où il fallait renforcer et également par Bâle III où il fallait à tout prix renforcer le contrôle interne au sein des établissements de crédit pour pouvoir renforcer la transparence et la gouvernance bancaire. Ainsi, le contrôle interne est un système destiné à assurer qu'une entreprise fonctionne correctement. Il comprend des mesures visant à prévenir les erreurs, le gâchis financier, excès de frais de déplacement par exemple, et le vol. Il joue un rôle prépondérant dans la gestion des risques de banque. En effet, un contrôle interne efficace permet à la banque de mieux contrôler son activité et donc de mieux évaluer les risques auxquels elle doit faire face et au final de faire face aux exigences réglementaires, exigences
réglementation bâloise, notamment en ce qui concerne le respect des normes prudentielles. Parce que aussi bien le contrôle interne est efficace, ce contrôle interne permet de voir si les opérations aussi bien de crédit que de financement respectent ou sont en harmonie avec les règles prudentielles éditées par le comité de Bâle. Le contrôle interne et ses impacts, par exemple, l'attrait médiatique a fait qu'Hervier est l'importance du contrôle interne dans la gestion des risques d'une banque. La perte de près de 5 milliards d'euros en francs CFA, vous imaginez ce que ça donne, c'est plusieurs centaines de milliards de francs CFA. La perte de près de 5 milliards d'euros enregistrée par la Société Générale du fait des activités non autorisées effectuées par le trader Jérôme en cause peut en partie être expliquée par une défaillance du contrôle interne qui n'aurait pas su détecter une crise de position sur des montants bien supérieurs à ceux autorisés. Ce constat n'est pas une exception. La défaillance du contrôle interne est en effet très souvent l'un des grands scandales financiers dans les affaires Héron et Parmalat, en Italie par exemple. Plus particulièrement, l'exemple d'affaires Kerviel se rapporte seulement au risque de marché. Mais le contrôle interne d'une banque est lié à tous les risques associés au métier de la banque. Ça peut être le risque lié aux opérations de crédit, le risque lié aux opérations de financement, à ces opérations de spéculation, à toute opération comme vous pouvez imaginer. D'où la compliance maintenant. Est-ce que les activités de la banque, d'une banque, sont en conformité avec les normes anti-blanchiment, avec les normes contre l'évasion fiscale, avec les normes contre la fraude fiscale? C'est le but du contrôle interne maintenant qui doit être un secours, un élément important lorsque l'organe de supervision et du contrôle de l'activité bancaire viendra mener ses opérations de contrôle au sein de l'établissement de crédit assujetti. Donc voilà pourquoi est-ce que le comité de Bâle a mis un accent particulier sur le contrôle interne que doit faire chaque établissement de crédit pour renforcer sa gouvernance bancaire. Le contrôle interne et ses impacts également, les principaux risques engendrés par les activités bancaires sont le risque de crédit, c'est-à-dire de perte due à l'incapacité d'une contrepartie à faire face à ses obligations financières. Les risques de marché, qui est le risque de perte sur le portefeuille des négociations, risque de taux, de variation, de titres de propriété, de règlement contrepartie, par exemple, et risque d'échange. Si vous faites une opération, vous faites des opérations avec une monnaie qui est fluctuante, dont la valeur fluctuante, comme le dollar, dont la valeur peut changer plusieurs au cours de la même journée, ça peut être un risque à prendre en compte. C'est ça qu'on appelle également le risque de fait, c'est un élément du risque de marché. Les risques opérationnels, c'est le risque de perte directe ou indirecte résultant d'une inadéquation ou d'une défaillance attribuée aux procédures, aux facteurs humains et au système ou à d'autres causes externes. On a vu plus haut les autres causes externes qui peuvent impacter le risque opérationnel d'une opération qui avait été bien validée par la banque. Le déclenchement de la guerre peut rendre une opération supposée viable inopérationnelle. Le déclenchement de la guerre qui vient impacter les prix ou bien d'une catastrophe naturelle. Si le financement avait été lié pour l'agriculture et qu'une grande inondation vient à mettre en mal le secteur dans lequel on a injecté de l'argent, le risque opérationnel devient inévitable en ce moment. C'est juste des exemples comme ça. Le contrôle interne bancaire est un service d'un établissement financier qui a pour rôle de vérifier et de surveiller l'ensemble des activités des opérations financières. Le contrôle interne bancaire est une obligation légale qui entre dans le cadre de la gestion des risques. Contrôle interne bancaire. Le contrôle interne bancaire est une activité qui consiste à vérifier l'ensemble des opérations et les procédures d'un établissement financier sous l'angle de l'efficacité, de la fiabilité et de la conformité aux lois et aux règlements. Exemple, les banques doivent respecter le comité de droit. C'est le contrôle interne qui, dans un premier temps, doit veiller au quotidien
au respect de ces normes prudentielles en dehors des organes de contrôle de l'activité bancaire qui peuvent ne pas faire contrôle auprès de la banque sur plusieurs mois ou bien durant plusieurs années. Ça dépend de l'effectivité du contrôle. Le contrôle interne bancaire est une mission de surveillance permanente de tout ce qui se passe dans une banque. Toutes les banques doivent, bien sûr, disposer d'un service de contrôle interne, mais pas seulement. Tous les établissements financiers sont concernés, c'est-à-dire les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les sociétés de financement, ainsi que les établissements de paiement et les entreprises de monnaie numérique. Les établissements de paiement, par exemple, c'est des structures comme RIA, MoneyGram ou bien Western Union. Les entreprises de monnaie numérique, c'est tout ce que vous pouvez imaginer maintenant comme Orange Money, ainsi de suite. Les risques de l'activité bancaire sont nombreux. Les principaux risques sont les risques de crédit, comme le risque de contrepartie, les risques de marché, notamment les risques financiers ou encore le risque d'échange, on a déjà expliqué. Les risques opérationnels, défaillance des procédures, erreur du personnel par exemple. Vous pouvez faire une erreur qui porte un grand préjudice financier à la banque. C'est pour faire face efficacement à tous ces risques que les banques et l'ensemble des établissements de crédit doivent mettre en place des services performants de contrôle interne. Le contrôle interne, par exemple en France, le contrôle interne bancaire est une obligation légale, c'est à titre de droit comparé. La dernière réglementation qui régit le contrôle interne est l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumis au contrôle de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Cet arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015, mais l'obligation du contrôle interne bancaire date des années 90, parce qu'en Europe, c'est à cette époque qu'on a accentué la notion de contrôle interne au sein des établissements de crédit. Les banques appliquent les normes strictes de gouvernance, d'entreprise, de gestion des risques et de contrôle interne. Il s'agit d'une quête de bonne gouvernance et déontologique. Cette mission ou cette quête est assurée au sein de chaque banque par le comité d'audit et de compliance. Le comité d'audit et de compliance contrôle l'intégrité des états financiers et des communiqués de presse relatifs à la performance financière, la qualité du processus d'audit. Et vous allez vous rendre compte également, c'est ce de compliance qui vérifie si les procédures questions sont en conformité avec les normes édictées aussi bien au niveau des normes prudentielles ou bien des normes liées de capitaux. La qualité du processus d'audit interne. Tous les 5 ans au moins, le comité d'audit et compliance organise une évaluation externe de qualité et participe à la nomination ou à la révocation de l'inspecteur général. La qualité du système de contrôle interne en général et en particulier du système de gestion des risques et des procédures de contrôle de conformité aux lois, aux règlements et aux principes de bonne conduite des affaires. Chaque année, le comité d'audit et de compliance passe en revue les évaluations de la qualité du contrôle interne est réalisé par le management, le rapport de compliance soumis par le compliance officer, ainsi que le rapport sur les pratiques potentiellement douteuses signalées au système d'alerte interne. Donc, vous vous rendez compte qu'il doit y avoir un système d'alerte interne qui est un outil indispensable au compliance officer. Le comité d'audit et compliance participe à la nomination et à la révocation du compliance officer. Bon, venons là avec cet exposé sur les normes prudentielles, mais je vais tout simplement me résumer au niveau du contrôle. Pour dire l'organe de supervision bancaire, généralement, qui est la commission bancaire, sur le cadre sous-régional et sur le cadre national, le ministère en charge de la monnaie, ici au Cameroun, c'est le ministère des Finances. Mais l'organe de supervision
supervision bancaire, l'organe de contrôle, doit s'assurer avec un organe interne maintenant si les normes éditées par le BAL, consacrées par la commission dans ces différents règlements et circulaires sont respectées au quotidien par les banques. Si ces normes ne sont pas respectées, les banques encourent le risque de voir les sanctions tomber. Et c'est sous le prisme de ces sanctions maintenant que l'on peut envisager aussi bien les blâmes, les sanctions qui vont du simple blâme jusqu'au retrait d'agrément en passant par la suspension d'office ou de plein droit des membres ou des dirigeants impliqués dans la défaillance de l'établissement de crédit. Et la défaillance ne peut que résulter du non-respect de certaines normes prudentielles. Et les établissements de crédit sont contrôlés comment? Il y a le contrôle paiement qui constitue en un échange des états financiers de synthèse entre les établissements de crédit, c'est-à-dire les banques et la commission bancaire. Dès que la commission bancaire est interpellée, doit envoyer de façon sincère ces états financiers de synthèse pour qu'elle analyse les membres de la commission de surveillance de l'activité bancaire puissent voir si toutes les opérations de banque menées par l'établissement de crédit assujetti au contrôle sont des opérations qui respectent les normes et les ratios prudentiels fixés par le comité de Bâle et consacrés par la réglementation communautaire. Il y a aussi, en dehors de ce contrôle permanent, il y a le contrôle inopiné sur place. Ça voudrait dire que s'il y a, à l'issue des échanges dans le cadre du contrôle permanent, les membres de la commission communautaire de contrôle ou de la commission nationale de contrôle peuvent, même si la situation semble être bonne, ils peuvent proposer ou bien ils peuvent diligenter des contrôles inopinés sur place pour ces établissements assujettis pour voir la sincérité entre les documents codés et la réalité des informations ou bien la réalité au sein de l'établissement de crédit lui-même. Donc, c'est fort de ces deux mécanismes de contrôle permanent ou documentaire, l'échange d'état financier, ça se fait généralement électronique ou bien les contrôles inopinés sur place. C'est par ces deux mécanismes de contrôle que l'organe de supervision arrive à contrôler si l'établissement, si une banque respecte les règles prudentielles définies. Je vous ai dit qu'on a mis un accent, il y a une pléthore de ratios prudentiels, le ratio lié à la division des risques, le ratio lié à la non-participation à un emprunteur de crédit qui est salarié de la banque ou dirigeant de la banque, sa non-participation au comité de risque devant siéger sur son propre dossier. Donc, il y a une pléthore de ratios comme ça définis. Mais la thématique de ce matin nous imposait plutôt des risques prudentiels. Qu'est-ce que le risque prudentiel d'abord et pourquoi on a institué le risque prudentiel? Pourquoi renforcer les obligations des banques en matière de la constitution des fonds propres solides? Parce que au fil des crises, il y a les nouvelles idées qui sont germées et au fil des crises, on s'est rendu qu'on est passé de BAL 1 à BAL 2 à BAL 3 parce qu'on vous a dit désormais, il fallait renforcer la solvabilité des banques et pour renforcer la solvabilité des banques, il fallait dépouiller les banques de leurs opérations qui leur exposaient à beaucoup de risques, certes génératrices de revenus pour les banques, mais trop risquées pour les banques, d'où la séparation des opérations de dépôt et de crédit, des opérations de spéculation qui sont des secteurs bien distincts aujourd'hui au sein des banques. On ne pourra jamais spéculer avec l'argent des déposants. Il y aura toujours une partie de l'argent de la spéculation et une partie de l'argent de la banque lié des fonds propres liés à la gestion des dépôts ou bien des crédits à octroyer.
Donc, de toutes ces recommandations que les banques peuvent concourir à avoir une activité saine et assurée, tout en assurant leur activité d'octroi et de financement des opérations aux tierces personnes, assurer leur propre pérennité. Je vous remercie. Très bien. Merci beaucoup, cher confrère Manuel, et merci beaucoup aux participants pour votre disponibilité, votre attention. Alors, peut-être sur la deuxième phase qui avait été, s'il y en a qui voulaient intervenir ou poser, on va essayer de prendre 2 ou 3 questions maximum, puis après nous allons clôturer cette session. Il y en a bien sûr. Hein. Alors, Madame Lee, je vous laisse la main afin de nous éclairer là-dessus éventuellement. Peut-être dans la salle du bas, on n'a pas de questions recensées. Salle du haut, est-ce qu'on a des questions? Il n'y en a pas de questions ici hein, non plus. D'accord. OK. Bon, ben, il ne me reste plus qu'à la clôture de cette session. Cher Manuel, je te remercie vraiment pour ta disponibilité. C'est la première session qui t'est dévolue. Tu dois être avec nous une prochaine fois sur la même thématique avec un autre groupe. Cette fois-ci, on va essayer d'être à notre meilleur par rapport à la connexion. Encore une fois, nous prions nous excuser parce que ça n'a pas été évident au début. C'est vrai qu'à la fin, la connexion était devenue un peu plus stable. Et comme je l'ai dit précédemment, vous aurez à disposition le support de l'intervention de notre confrère Maître Fancy. Ça vous permettra à chacun d'avoir un peu plus de visibilité, un peu plus de précision en compensation des interférences qu'il y a eu. Donc, cher Manuel, je te laisse terminer ton mot de la fin, puis après, on souhaitera un excellent week-end à tous nos participants. Merci beaucoup. Oui, merci confrère. Donc, j'aimerais au fait remercier l'assistant, tous ces auditeurs qui ont brillé par leur patience et par leur disponibilité également. Et je remercie ceux qui ont posé des questions, ceux qui n'ont pas posé des questions. Je suppose que c'est plutôt un signe que les enseignements ont été bien reçus. Et je crois fermement que revenant en France, la semaine prochaine, j'aurai pour ma prochaine intervention une bonne connexion pour écouter ce qui s'est passé aujourd'hui parce qu'en Afrique, on est à l'aube du numérique et autre, ce n'est toujours pas aussi fluide qu'en France. Donc, je remercie l'assistante technique pour la disponibilité et l'expertise aussi. Et c'est sur ces mots que je vous souhaite bon week-end à tous. Merci beaucoup. Merci, Manuel. Bon week-end. Madame Lee, merci beaucoup. À vous l'antenne et excellent week-end.